Voilà un beau débat. La stratégie régionale de mobilisation des fonds européens. Je vais donner tout d'abord la parole à Nicolas Lebas pour une première intervention, suivie d'un bref film illustrant l'action de la région, sa qualité d'autorité de gestion des fonds structurels européens. Ensuite, Elisabeth Boulet interviendra sur les enjeux des programmes Interreg et le programme Action innovatrice urbaine. Et nous conclurons cette séquence par les interventions des groupes politiques. Nicolas Lebas a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie vraiment très sincèrement de l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de lancer un coup de projecteur sur les apports de l'Europe pour les habitants des Hauts-de-France et pour le développement de son territoire. En effet, chers collègues, depuis octobre dernier, pour fluidifier et accélérer la programmation européenne et ainsi la mise en œuvre des projets dans le territoire, nous avons décidé de déléguer au président l'attribution des subventions européennes après l'avis des comités uniques de programmation. Cette délégation prévoit une information aux élus régionaux en séance plénière 2 fois par an pour présenter les subventions européennes attribuées ainsi que l'état d'avancement global de la programmation. Et c'est cet exercice que je vous propose donc aujourd'hui pour la première fois. Pour une information pleine et entière, ma présentation sera complétée par Elisabeth Boulet sur les enjeux des programmes Interreg et du programme d'action innovatrice urbaine, programme également en responsabilité de gestion par la région. Alors avant de faire état de la programmation européenne effective depuis octobre, je vous propose peut-être de vous rappeler très globalement quelques éléments clés des programmes européens 2014-2020 et du cadre de leur déclinaison en Hauts-de-France. Les politiques de l'Union européenne 2014-2020 s'appuient sur la stratégie européenne Europe 2020 et se déclinent à travers 5 fonds, les fameux fonds européens structurels et d'investissement. Je rappelle, ces FESI regroupe le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, l'initiative pour l'emploi des jeunes, le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui constitue le second pilier de la politique agricole commune, et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qu'on appellera, pour la simplicité du propos, ensuite par leurs acronymes. La région Hauts-de-France gère plus de 1,4 milliard d'euros de FESI pour la période 2014-2020, mise en œuvre dans les 2 programmes opérationnels régionaux, le FEDER FSE IEJ Nord-Pas-de-Calais et Picardie, les 2 programmes de développement rural FEADER Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et la subvention globale régionale FEAMP du programme opérationnel national. Pour être totalement complet, ce sont 1,7 milliard d'euros de FESI au total qui sont dédiés au territoire régional pour la période 2014-2020, car l'État a gardé la gestion d'une partie du FSE qui est liée à l'exercice de ses compétences. Alors la région Hauts-de-France est donc autorité de gestion de ces programmes, et ce depuis 2014 par délégation de l'État. Dans ce cadre, elle est chargée de la bonne gestion des fonds, en mettant notamment en place un système de gestion répondant aux règles européennes, en établissant des critères transparents, aussi transparents que possible, de sélection des projets, en assurant une information active sur les fonds européens, notamment auprès des porteurs de projets potentiels. Et je souhaite que chacun ici soit ambassadeur aussi auprès des porteurs de projets potentiels des opportunités qu'offre le financement européen. Les régions apportent une réelle valeur ajoutée dans la gestion de ces fonds, de par la proximité avec les porteurs de projets, par l'animation du partenariat infrarégional ou encore par la réelle complémentarité et la cohérence des objectifs européens avec les priorités stratégiques régionales. Pour la bonne mise en œuvre de ces fonds européens, près de 140 agents équivalents temps plein sont mobilisés au sein même des services de l'administration régionale, ces postes étant cofinancés par l'Union européenne à hauteur de 60%. Après ces quelques précisions sur le cadre général, je vais vous donner maintenant un focus sur la programmation. D'abord, bonne nouvelle, les niveaux de programmation des programmes opérationnels en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie se situent au-dessus de la moyenne nationale et il faut s'en réjouir. À fin mars 2018, la programmation du programme opérationnel FSE, FEDER FSE IEJ du Nord-Pas-de-Calais est de près de 48%, soit plus de 415 millions d'euros de subventions européennes, pour l'accompagnement de 364 projets. Pour le programme développement rural FEADER Nord-Pas-de-Calais, la programmation est de 28%, soit plus de 33 millions alloués. Pour la programmation du programme opérationnel FEDER FSE IEJ Picardie, la programmation est de 67%, soit 202 millions d'euros de subventions européennes pour l'accompagnement de 500 projets, et celle du PDR FEADER
Picardie est de 30%, soit plus de 41 millions d'euros alloués. La programmation du FEAMP Hauts-de-France, enfin, est de plus de 28%. Alors, les projets européens, c'est aussi pour la région des recettes avec des projets en maîtrise d'ouvrage. En fonctionnement d'abord pour les plans régionaux de formation, près de 100 millions d'euros, ou pour l'assistance technique, mais aussi pour des recettes pour des projets d'investissement en maîtrise d'ouvrage régionale, par exemple le port de Calais, ou la construction de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat à Bruay-Saint-Saulve, mais aussi pour alimenter les outils, les instruments financiers portés par la région, puisque ce sont 15 millions d'euros qui sont attribués au Fonds 3e Révolution industrielle, ou 15 millions d'euros également pour le Fonds Nord-France Amorçage. Alors depuis le mois d'octobre, je le disais au début de mon propos, et la délégation que nous avons accordée au président, 3 comités uniques de programmation se sont tenus en présentiel et je veux remercier les collègues qui sont assidus à la tenue de ces comités uniques de programmation et 3 par procédure écrite, ce qui est également rendu possible. 309 dossiers ont été programmés pour environ 170 millions d'euros de subventions européennes allouées donc depuis le mois d'octobre. Vous avez eu, je crois, la liste détaillée des programmes qui vous a été remise. Alors pour illustrer très concrètement ces éléments, vous avez un diaporama qui va défiler dans lequel vous trouverez un certain nombre de projets illustratifs de chacune des thématiques des différents programmes. Il s'agit de projets programmés depuis octobre 2017. Je ne vais évidemment pas tous vous les présenter en détail, mais vous citer rapidement pour les fonds FEDER, par exemple, pour l'axe recherche. J'ai vu passer les images d'Extractis voilà, il y a quelques instants à Dury. Je fais un petit clin d'œil à Anne Pinon, où nous étions récemment. 327 000 euros de FEDER. Nous avons lancé le joli mois de l'Europe sur ce site Extractis à Dury début mai. Vous citez également pour l'axe numérique la création d'un espace numérique en santé sur le Douaisis pour un montant FEDER de 690 000 euros. Pour l'axe transition énergétique, la requalification du quartier de la gare de Creil pour un montant FEDER de 400 000 euros. Sur l'axe aménagement, la construction du centre de conservation des réserves du musée du Louvre à Liévin pour un montant FEDER de 18 millions d'euros. Au titre du Fonds social européen, le financement du programme régional de formation Se former pour un métier, c'est plus de 9 millions d'euros de Fonds social européen en recettes pour la région. Je vous propose, après cet inventaire forcément pas exhaustif, maintenant de visionner sans plus attendre un film qui vient compléter de manière beaucoup plus illustrative l'engagement de l'Europe en Hauts-de-France. On peut lancer le film, Monsieur le Président. Il ou elle s'appelle Isabelle, Jérôme, Marie, Maurice ou Amanda. Tous partagent un point commun, l'Europe. Les fonds européens permettent de financer des projets utiles dans notre quotidien. Amanda se rend tous les jours au lycée en transport en commun. Grâce à l'Europe, elle emprunte des bus hybrides et bientôt à hydrogène. Le projet de bus à haut niveau de service du syndicat mixte des transports d'Artois-Gohelle a obtenu 63 millions d'euros de fonds FEDER. Marie Quinchon est apprentie esthéticienne. Elle a bénéficié du Fonds d'initiative pour l'emploi des jeunes pour financer son CAP. Depuis 2014, plus de 10 000 jeunes de moins de 30 ans ont déjà obtenu une formation professionnelle ou un apprentissage financé par l'Europe. Chez J.C. David, on sale et on fume du poisson depuis 1973. Plus de 800 tonnes de poissons sont transformées chaque année. L'entreprise a reçu 225 000 euros de fonds FEAMP pour l'extension de la zone de production et l'amélioration des conditions de travail. Isabelle de l'Église-le-Duc est agricultrice et productrice de fromage. Pour créer son atelier, la jeune femme a bénéficié du Fonds européen agricole pour le développement rural. L'aide européenne lui a permis de moderniser son exploitation et acquérir un bel outil de travail. Maurice est résident dans un EHPAD. Il teste un nouveau dispositif numérique d'assistance pour les personnes âgées. Chez nos voisins européens, il existe des dizaines d'innovations comme celle-là, pour permettre aux entreprises des Hauts-de-France de prendre part au développement de la Silver Economy.
le Cluster Santé, réseau régional des entreprises de santé, a impulsé le projet européen Interreg Cease to Grow. Avec 7 partenaires anglais, belges et néerlandais, il travaille à l'amélioration des conditions de vie de nos aînés. Ce projet a reçu 1,9 million d'euros de fonds FEDER via le programme de coopération transfrontalière Interreg des Deux Mers. Dans son quartier en pleine rénovation de Fifcaille, Jérôme participe à un atelier culinaire avec ses voisins. Objectif de cette cuisine solidaire et partagée, recréer du lien social. Le projet Test in Fives, parce qu'il est innovant et participatif, a reçu 5 millions d'euros dans le cadre de l'initiative européenne des actions innovatrices urbaines. Jusqu'en 2020, 1,7 milliard d'euros vont être investis par l'Union européenne en Hauts-de-France. C'est la plus importante enveloppe financière allouée à une région métropolitaine. 1,4 milliard d'euros sont mobilisables en plus pour des projets de coopération. Vous avez un projet et vous pensez que l'Europe peut vous aider ? Rendez-vous sur le site L'Europe s'engage en Hauts-de-France. Voilà, Monsieur le Président, pour ce film. Est-ce qu'on peut passer la parole à Elisabeth Boulet tout de suite, Monsieur le Président ? Je vous remercie. Allez-y, Elisabeth, je vous en prie. Je remercie Nicolas Lebas. Je passe donc la parole à Elisabeth Boulet. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, pour compléter le propos de Nicolas Lebas sur le programme opérationnel, les programmes opérationnels, il y a aussi tout un volet qui est un peu plus méconnu de cette délégation, qui est la coopération territoriale et les actions innovatrices urbaines. Ça se matérialise via Interreg. On vient de voir un exemple de projet qui a été financé via le programme Interreg. On va voir aussi d'autres exemples. Alors je rappelle, la logique Interreg, c'est bien sûr l'effacement des frontières. On met en commun des porteurs de projets qui sont dans des états différents et ils se coordonnent pour monter des projets communs et pour surtout faire vivre des bassins de vie qui sont transfrontaliers. Alors sur Interreg, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà d'être la plus grosse bénéficiaire de fonds européens, la région Hauts-de-France a aussi une responsabilité unique dans la gestion des fonds européens, puisqu'elle gère 3 programmes Interreg, le programme Interreg Europe, le programme Interreg Europe du Nord-Ouest et le programme Interreg des Deux Mers. Il faut bien comprendre que c'est une responsabilité unique et qu'il y a une reconnaissance de l'expertise de la région Hauts-de-France par la Commission européenne et l'ensemble des États membres sur la gestion de ces enveloppes. Alors bien sûr, au-delà d'être de faire de la région un acteur incontournable sur la scène européenne, ça donne aussi un atout pour les porteurs de projets, puisque quand ils viennent frapper à la porte de la région des Hauts-de-France, ils savent qu'ils ont accès à tout l'éventail des programmes européens, et notamment de l'Interreg. Alors effectivement, il y a l'expertise, il y a l'influence qui nous permet de bénéficier de l'écoute de la Commission européenne, et c'est crucial dans ce contexte, puisque vous savez qu'on est dans la négociation de la politique de cohésion pour l'après-2020. Donc effectivement, pour nous, cette écoute, elle est précieuse. L'influence majeure dans les 5 programmes Interreg nous donne aussi une place d'autorité nationale. Alors, autorité nationale, tout simplement, on représente l'État français dans certains programmes. Ça donne aussi à la région un rôle crucial et je dirais, structurant dans les fonds européens qui sont investis au niveau national. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de chacun des programmes, les slides vont défiler, mais en quelques slides, vous avez l'ensemble des programmes avec leur budget. Le total, c'est quand même 1,4 milliard d'euros sur la coopération territoriale européenne, qui sont gérés par la région des Hauts-de-France en gestion directe. On a des taux de consommation, effectivement, qui sont variables en fonction des programmes. Ça s'explique, alors notamment sur Interreg du Nord-Ouest ou sur l'Interreg France-Manche-Angleterre, par le contexte Brexit, puisque effectivement on a une certaine frilosité parfois des porteurs de projets qui sont plus partenaires associés que financeurs sur les projets. Mais en tout cas, il y a sans doute aussi peut-être un contre-exemple qui est l'Interreg France-Wallonie-Flandre, qui est très suivi. D'ailleurs, un comité de pilotage se tient mardi prochain sur le 3e appel à projet. Et donc, c'est un programme qui bénéficie d'un taux de consommation assez exceptionnel, et il faut le souligner. D'une manière générale, ces programmes sont assez efficaces puisqu'on a une gestion très directe avec la Commission européenne, on a peu d'intermédiaires au niveau des États, ce qui fait qu'on a une gestion quand même très fluide, même si elle pourrait être plus fluide, ça je vous en conviens.
Au niveau de l'ingénierie, donc ce sont des postes qui sont financés effectivement par l'Europe. Donc l'équipe qui gère toute cette gestion Interreg, effectivement, elle est en région Hauts-de-France. On dispose de cette ingénierie, mais elle est financée par l'Europe, ce qui est un atout considérable. Il reste sur l'ensemble des programmes 500 millions d'euros à programmer. Alors effectivement, c'est une enveloppe assez importante. Et les thématiques qui sont concernées sont dans le cadre de cette stratégie Europe 2020, donc l'environnement, l'énergie, l'innovation, l'économie. Et je vous invite assez solennellement aussi à mobiliser des porteurs de projets éventuels, à se manifester auprès des services de la région qui peuvent les mettre en relation parfois avec des partenaires d'autres États européens. Je vais vous passer les exemples de projets. Effectivement, il y a plusieurs liens YouTube qu'on pourra sans doute vous diffuser dans le cadre après la séance. Effectivement, pour nous, l'avenir d'Interreg, c'est de maintenir les enveloppes. Alors pour l'instant, sur cette partie-là, sur la coopération territoriale européenne, les annonces de la Commission sont plutôt bonnes puisque les enveloppes sans doute seraient maintenues sur cette logique d'effacement des frontières. Un petit point sur les actions innovatrices urbaines. C'est un programme unique qui est géré par la région des Hauts-de-France sur demande de la Commission qui est venue nous chercher par rapport à l'expertise sur les fonds européens. 372 millions d'euros, c'est une très grosse enveloppe. Ça permet de financer des projets qui sont montés par des entités urbaines sur des thématiques définies avec des appels à projets cadrés. 4 à 5 millions d'euros de FEDER par projet, donc ce sont des montants importants sur des projets à gros budget. Donc on a aussi un dispositif de financement qui est assez exceptionnel avec une avance de fonds européens, la signature de la convention, ce qui est confortable en fait pour les acteurs de projet, les porteurs de projets, pardon. Et donc l'exemple le plus flagrant, en tout cas qui concerne la région des Hauts-de-France, c'est le projet Testinfiv, dont vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Alors ce programme, il est géré, je vous passe effectivement le processus de sélection, mais ce programme, il est géré par la région Hauts-de-France pour le compte de la Commission européenne pour les 28 États membres. C'est là quand même une reconnaissance assez exceptionnelle du rôle de la région des Hauts-de-France, qui a quand même une responsabilité au niveau européen et global. Alors pour conclure, je souhaiterais simplement rappeler effectivement que cette délégation qu'on gère avec Nicolas Lebas, elle est très large. Elle comprend l'investissement en région, mais pas que. Elle comprend aussi tous ces rapports avec nos partenaires européens pour faire tourner ces programmes Interreg. Elle implique des montants qui sont importants. Elle nous engage puisque nous sommes effectivement comptables de la gestion auprès de la Commission européenne. On voit qu'il y a une confiance mutuelle entre la Commission et nous. On y travaille. On est aussi avec le président Nicolas Lebas, Valérie Létard aussi, toujours en relation pour la négociation post-2020. Il est également important de communiquer sur cette délégation. Vous avez pu voir aux portes de l'hémicycle l'exposition Mon Europe, mon quotidien. Elle est un exemple, elle montre des exemples de projets qui ont été financés grâce aux fonds européens et il nous revient d'être les ambassadeurs en fait, de l'investissement de l'Europe dans notre région. Voilà pour ce rapport que j'espère relativement complet. Je vous remercie. De parole pour le groupe Front National. Qui prend la parole, monsieur? Je vous en prie. Salut. Monsieur le Président, depuis 2014, les conseillers régionaux sont autorités de gestion des fonds européens, avec tout un catalogue de dispositifs qui sont censés irriguer les territoires de notre région pour un développement harmonieux. Bien entendu, la présentation des délibérations et des projets associés à ces fonds est toujours soignée, comme nous l'avons vu avec votre petite vidéo de propagande, et emplie de bonnes intentions. C'est en ces termes, en tout cas, que vous décrivez souvent la place de l'Union européenne dans les politiques menées par le Conseil régional en martelant le supposé rôle indispensable de l'UE dans notre région. Cela appelle plusieurs remarques de notre groupe. Tout d'abord sur l'organisation territoriale de la France, qui est pourtant contributeur net au budget de l'UE et qui perd chaque année 9 milliards d'euros. La méthodologie répond à une logique propre à Bruxelles et qui consiste à modifier en profondeur le schéma d'aménagement français. Fini l'organisation territoriale qui permettait aux communes d'agir pour la gestion quotidienne et de proximité, au département d'inscrire une action politique sur le moyen terme et à l'État-nation de planifier les grands projets structurants. Place aujourd'hui aux EPCI informes et coûteuses, aux grandes régions de type Länder allemand, éloignées de la population et trop lourdes, et bien sûr à la sacro-sainte Union européenne qui apparaîtrait comme le sauveur de nos territoires, et notamment les plus ruraux, une blague. Cette logique est un écho pourtant à la fameuse loi NOTRe à laquelle vous répétiez encore tout à l'heure votre supposée opposition. Vous assumez donc
Une volonté réelle de détruire méthodiquement ce qui a fait le succès d'une France dynamique, misant sur le développement des villes et de ses campagnes, sur l'innovation et l'industrie, à la place des collectivités qui se retrouvent dépecées de leurs compétences et donc de leurs moyens d'action. Ensuite, sur l'idéologie à l'œuvre derrière les discours que vous tenez. En soutenant ouvertement le modèle économique, social, commercial et migratoire de l'UE, vous entrez directement en contradiction avec certaines paroles que vous prononcez toujours à des moments bien choisis. Sur le travail détaché, par exemple, tous ici s'accordent à dire que c'est inacceptable et que nous n'en voulons pas sur les chantiers français, mais une fois au Parlement européen, les députés de vos partis, LR et UDI, votent évidemment favorablement à la poursuite de cette politique de concurrence déloyale entre les travailleurs. Autre exemple avec les lobbies LGBT ou la GPA, là encore de beaux discours pour être élus, et puis l'exact contraire lorsque vous êtes aux responsabilités. Sur la crise migratoire, et notamment à Calais, rappelons ici les propos de Françoise Grossetête, ça ne s'invente pas, vice-présidente du groupe PPE au Parlement européen. Je cite « La jungle, c'est un drame humanitaire pour les prétendants à l'asile que nous avons le devoir d'accueillir. La sortie de crise n'est pas le chacun pour soi, mais dans une solution européenne, une politique migratoire commune. » Fin de citation. Autrement dit, l'UE ne fonctionne pas, mettons-en encore plus. Le voilà votre réflexe systématique. Vous chérissez les causes et vous pleurez les conséquences. Vous choisissez la soumission à l'Union européenne, qui n'a aucunement l'intention d'agir dans l'intérêt des nations qui la composent, que ce soit d'ailleurs pour l'aménagement du territoire ou pour les questions extérieures, comme nous l'avons vu encore très récemment. Avec d'ailleurs ce petit film que vous nous avez montré tout à l'heure, vous oubliez de rappeler un certain nombre de faits, et notamment que l'Union européenne, c'est souvent dans beaucoup de pays synonyme de plus de chômage. C'est la perte, comme je le disais, de 9 milliards d'euros par an pour la France. C'est moins 15% pour le budget de la PAC qui est à venir. Alors, évidemment, rien n'est plus aisé, je vous l'accorde, que de se laisser aller à la critique permanente. Aussi, nous nous refusons cette attitude, en agrémentant toujours nos critiques de propositions concrètes, même si vous feignez de ne pas les entendre. Nous nous opposerons toujours à une Union européenne antidémocratique par essence, non respectueuse des spécificités régionales et nationales. Nous proposerons aux Français une union des nations européennes, dont le moteur doit être un nombre réduit de pays européens et basé sur la coopération efficace entre nations libres. Des grands projets ont ainsi vu le jour lors des dernières décennies. Ariane, Airbus, Erasmus, pour ne citer que les plus célèbres. Et d'autres seront encore portés demain par une Europe fière d'elle-même, de ses peuples, de son histoire et de sa place dans le monde. Nous refusons le triptyque EPCI, région, UE, et nous proposons à la place commune, département, État, dans une union des nations européennes qui garantira la sécurité aux frontières de chaque nation, la liberté d'entreprendre, la loyauté commerciale et l'enracinement de ses peuples. Finalement, tout le contraire de votre UE, celle que vous défendez ici, et qui a vocation à mourir tôt ou tard. Pour conclure, Monsieur le Président, je citerai un Britannique, William Shakespeare, qui écrivait « Les amoureux et les fous ont des cerveaux bouillants, des fantaisies visionnaires, qui perçoivent ce que la froide raison ne pourra jamais comprendre. » Alors oui, nous sommes amoureux des peuples d'Europe, et nous sommes fous de France. Et vous ne pourrez probablement jamais saisir ce qui anime nos fiertés, reclus que vous êtes dans votre froide raison. Je suis surpris que vous citiez Shakespeare, je pensais que vous alliez citer Nigel Farage, mais bon, changer de référence parfois, ça doit être par intermittence. Pour le groupe LR, j'ai les demandes d'intervention de Michel Foubert, Jean-Michel Serres et Faustine Maliard pour un temps total de 5 minutes. Michel Foubert a la parole pour commencer. Monsieur le Président, mes chers collègues, il est vrai qu'au vu du rapport qui vient de nous être présenté, les décisions prises par l'Union européenne ont un impact direct sur nos actions publiques, sur la vie de nos concitoyens, et vous venez de le démontrer avec des exemples extrêmement concrets qui n'auraient pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu les financements européens, projets pour les territoires, grands projets structurants. Mais pour notre groupe, c'est l'occasion de rappeler notre attachement à une Europe résolument tournée vers l'avenir. Un avenir que nous devons construire avec ambition, mais également avec clairvoyance et anticipation. Nous voulons une Europe capable de mieux protéger ses habitants, ses entreprises, ses travailleurs, ses consommateurs, ses agriculteurs, ses emplois. Le tableau qui a été présenté est très largement positif et nous nous en réjouissons.
Mais une ombre vient cependant l'assombrir. La Commission européenne, récemment, dans son cadre financier pluriannuel futur, 2021-2027, soulève de nombreuses questions et suscite des inquiétudes auprès de nos habitants. Je voudrais dire à toutes ces personnes, que nos concitoyens, que nous, élus régionaux, sommes à leur côté, que nous partageons à la fois leurs espoirs, leurs intérêts et aussi leurs inquiétudes. Vous le disiez, Monsieur le Président, notre région doit savoir défendre ses intérêts au niveau européen avec une attitude pragmatique qui défend les intérêts des habitants de la région plutôt que de les sacrifier à des postures nationales. En effet, l'Union européenne a un rôle primordial dans le développement de notre territoire, mais le pragmatisme nous permet d'obtenir le mieux pour nos habitants des Hauts-de-France. Il va de pair avec une grande vigilance. Le cadre budgétaire qui se prépare et dont je viens d'évoquer risque de renforcer le sentiment de déconnexion et de défiance des citoyens vis-à-vis de l'Europe. Nous devons donc contribuer, à notre niveau, à apporter des réponses par rapport à cette défiance sur certains points cruciaux de notre région. Parmi ces points cruciaux, mon collègue Jean-Michel Serres va aborder maintenant la baisse des fonds européens sur la politique agricole commune. Merci, Monsieur le Président. Faustine, Jean-Michel. Chers collègues, je vais essayer de résumer au mieux les questions de budget agricole. Quand on parle de politique agricole commune, il y a à la fois un problème européen et un problème national. Les annonces qui ont été faites par la Commission le 2 mai dernier sont de mauvais augure, puisqu'on annonce 5% de baisse. En réalité, avec l'inflation, on aura 10% de baisse du budget. Et on demande aux agriculteurs à la fois de subir les conséquences du Brexit, mais en même temps, on baisse leur budget pour de nouvelles politiques, notamment sur la sécurité et la défense. Et pourtant, il fut une époque, au début de l'Europe, où il y avait beaucoup d'ambition pour l'agriculture, et il faut regarder ce qu'elle est devenue en 40 ans. C'est devenu la première politique agricole de l'Europe. Il y a un problème français, parce que la France a absolument besoin du marché européen. Les excédents agroalimentaires français représentent entre 6 et 8 milliards selon les années. Donc les débouchés chez nos voisins européens sont absolument nécessaires à l'agriculture française et nous avons besoin de garder des frontières ouvertes. Bien souvent, nous souffrons de distorsions de concurrence. Donc ça, c'est un problème politique national et qui explique la perte de parts de marché. Ce qui est inquiétant également, c'est l'absence de vision européenne pour augmenter les ressources de l'Union européenne et permettre de garder un budget suffisamment important pour une politique agricole et rurale ambitieuse. Une dernière remarque sur le deuxième pilier. Il y a beaucoup d'efforts à la région, de la part des élus, de la part des services, pour gérer au mieux les fonds du deuxième pilier. Mais nous sommes prisonniers d'un outil qui s'appelle Osiris, un outil national qui entraîne des retards de paiement extrêmement importants sur le terrain et une incompréhension. Je pense que pour la prochaine programmation, il serait intéressant que les régions aient leur propre outil et les choses fonctionneraient beaucoup mieux. Voilà. Michel, Faustine a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Pour ma part, je souhaitais intervenir sur un point très concret qui est celui des propositions faites par les commissions européennes dans le cadre du budget 2021-2027 sur l'utilisation du FSE. Et les propositions de la Commission voudraient qu'une partie de ces crédits soit désormais dédiée à l'intégration des migrants. On l'a vu à travers la présentation de Nicolas Lebas et d'Elisabeth Boulet, ce sont des crédits qui sont essentiellement dédiés aux populations les plus fragiles et qui sont déjà les plus en difficulté. Par conséquent, le fait que ce soit sur cette enveloppe précisément qu'on souhaite faire, je dirais, porter l'effort d'intégration des migrants est à mes yeux un non-sens. Arrêtons de faire porter les difficultés, toujours de les concentrer sur les plus fragiles, sur ceux qui concentrent déjà la majorité des problèmes, parce que si on mate moins par moins font plus, dans la vraie vie, les choses sont tout autres. Il ne s'agit pas de remettre en cause le devoir d'intégration
l'intégration des migrants qui relèvent du droit d'asile dans l'Union européenne. C'est à l'origine de la construction européenne, ça fait partie de nos valeurs humanistes et pacifistes qui ont présidé à la création de l'UE. Mais aujourd'hui, je pense que cette intégration, elle se fait, en tout cas, si on la flèche sur le FSE, au détriment des plus fragiles. Donc je pense que nous pouvons regretter cette proposition et demander à la Commission européenne soit d'augmenter les crédits dédiés au FSE s'ils souhaitent flécher l'intégration sur cette enveloppe, soit tout simplement la faire porter sur un autre volet des fonds européens. Valérie Létard a la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Robert Schuman déclarait le 9 mai 1950 « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » En clair, sans les financements européens, des projets structurants pour notre région n'auraient jamais vu le jour. Nous pensons par exemple à Euratechnologie ou à Industrie, à Beau Tramway de Valenciennes ou à la ligne TER Calais-Dunkerque, à l'Historial de Péronne ou à Nausicaa, au Louvre-Lens ou au Familistère Godin. Aujourd'hui, rappelons que notre région, comme ça a été très bien dit par nos deux collègues, gère 5 fonds structurels et d'investissement dont l'enveloppe totale s'élève pour la période 2014 à 2020 à 1,7 milliard d'euros, plus les crédits Interreg, plus tout ce qui va avec. L'exercice auquel vient de se livrer notre collègue Nicolas Lebas, mais aussi notre collègue Elisabeth Boulet, nous a permis de nous éclairer sur les opérations engagées dans le dernier semestre au titre du Fonds européen géré par délégation par notre collectivité et son président. Une fois de plus, nous voyons que l'intervention de l'Europe est décisive pour relever nos défis économiques, sociaux comme environnementaux, pour transformer et développer nos territoires au service de nos concitoyens. Dans les projets programmés depuis octobre 2017, on peut citer par exemple la création d'un espace du numérique en santé sur le Douaisis, 680 000 € de FEDER, ou encore le projet de ligne de bus à haut niveau de service qui a été d'ailleurs mis en avant à Béthune-Bruay, la requalification du quartier de la Gare à Creil, mais aussi l'extension et la restructuration de Nausicaa, le centre de conservation des réserves du Louvre pour les dernières opérations. Comme vous le savez, notre groupe UDI Union Centriste est attaché à l'Europe et à faire connaître ce que l'Europe apporte au quotidien à nos concitoyens, à nos habitants de la région des Hauts-de-France. Nous ne pouvons donc que saluer le travail mené par Nicolas Lebas et Elisabeth Boulet aux côtés du Président et les remercier pour cette présentation et cette mobilisation. Je souhaite profiter de cette intervention pour vous faire part des inquiétudes des élus de notre groupe au moment où la Commission européenne planche sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Même si, de manière globale et à prix courant, la Commission européenne propose une augmentation du budget communautaire de 192 milliards d'euros pour cette période de 2021 à 2027, nous savons que cet effort budgétaire vise au financement des priorités nouvelles décidées par les 27 États membres, à savoir l'économie numérique, la gestion des frontières, la sécurité, la défense, la politique jeunesse et recherche-innovation, qui sont certes majeurs, essentiels. Nous saluons donc cet effort, mais il ne peut se faire au détriment de la politique de cohésion et de la politique agricole commune. Pour la région Hauts-de-France, il serait impensable que les politiques de cohésion et agricoles ne soient pas soutenues et maintenues pour accompagner la reconversion économique et agricole, ainsi que l'aménagement d'une région en profonde mutation. Que serait notre région demain sans ces fonds de péréquation? Car, Monsieur Salmon, en écho à ce que vous évoquiez tout à l'heure, une politique où la France serait contributrice nette, mais bénéficiaire nette quand il s'agit de la région des Hauts-de-France, et donc une véritable politique de péréquation régionale, c'est essentiel, Madame Le Pen, et c'est indispensable pour nos populations. Ça doit être mieux, nous devons combattre pour avoir toujours plus, mais notre région ne peut que s'en satisfaire. Notre transition énergétique, notre développement économique serait terriblement impacté et nombre d'infrastructures auparavant aidées par les politiques européennes de cohésion ne pourraient être financées. L'effet levier des fonds européens a souvent permis à nos territoires impactés par la désindustrialisation et leurs habitants de se relever et constitue plus que jamais, aujourd'hui, le seul fonds de solidarité et de péréquation d'ambition pour des territoires comme les Hauts-de-France. Au moment où la Commission européenne rend ses premiers arbitrages, nous souhaitons le maintien d'une politique de cohésion confortée budgétairement, ainsi qu'un soutien spécifique au profit des régions en transition.
Nous savons que tant notre président Xavier Bertrand que notre vice-président Nicolas Lebas ne ménagent pas leurs efforts auprès des instances européennes pour défendre ces politiques. À l'occasion de notre débat de ce jour, il nous serait vraiment utile, il me semble, et agréable de connaître votre avis, Monsieur le Président, sur ce sujet et nous faire savoir les actions que vous menez à cette fin. Mes chers collègues, des territoires comme les Hauts-de-France ont des défis particuliers à relever dans le cadre de leur mutation et doivent continuer à pouvoir bénéficier d'accompagnement de l'Europe avec des taux de cofinancement plus favorables. Près de 70 ans après la déclaration de Robert Schuman, notre région a encore besoin de réalisations concrètes et de solidarité européenne. Je vous remercie. Oui, brièvement, Monsieur le Président, car j'imagine que vous aurez à cœur de rendre compte effectivement des démarches au plus haut niveau que vous entreprenez. Je voudrais dire simplement peut-être à Monsieur Salmon pour débuter que je crois qu'il s'est trompé, il n'a pas bien compris l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Notre propos était de rendre compte de la délégation donnée au Président pour la gestion des dossiers de financement européen et certainement pas, Monsieur Salmon, de vous tendre un micro pour débiter des balivernes anti-européennes. Nous ne sommes pas encore en campagne européenne. Alors ne vous trompez pas de débat. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes ici. J'observe que ça vous agace, on va rester calme. Je dis simplement que vous avez donné une délégation au Président et l'utilisation que le Président fait de cette délégation, nous devons légitimement en rendre compte devant l'Assemblée. Et en plus, effectivement, ce serait dommage de se priver de démontrer l'apport des financements européens sur le territoire régional. Alors, ce point étant éclairci, je veux dire à mon collègue Michel Foubert que je suis, comme lui, extrêmement sensible à la fois à la qualité des financements dont nous bénéficions aujourd'hui, mais aussi à ce que des inflexions soient données pour renforcer la protection de nos concitoyens, la protection de nos entreprises, la protection de nos consommateurs. Et vous avez fait état de préoccupations, du nombre que vous voyez planer avec ce cadre budgétaire 2021-2027. Alors, on se pratique régulièrement, cher Michel Foubert, on s'apprécie et je crois qu'on peut regarder cette question avec la posture du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Si on considère effectivement que c'est une ombre, on peut aussi regarder dans le cadre budgétaire tel qu'il a été présenté début mai par la Commission européenne, quelles sont les opportunités qui semblent correspondre à des enjeux particuliers des Hauts-de-France. Et il y a à cet égard quelques raisons d'aborder la négociation avec une vision plutôt encourageante pour le territoire régional, car ce cadre budgétaire marque la volonté, la commissaire en charge des politiques de cohésion, comme Corina Crețu, la commissaire européenne l'a indiqué, marque une volonté de soutenir particulièrement les régions qui sont en transition industrielle, les régions qui sont exposées au Brexit, les régions qui sont exposées aux conséquences du changement climatique et aussi les régions qui sont exposées aux flux migratoires. Il me semble, lorsqu'on regarde l'ensemble de ces questions, que la région des Hauts-de-France a un certain nombre d'arguments extrêmement éloquents à faire valoir pour aborder cette position dans une situation relativement avantageuse. Dire à Jean-Michel Serres que s'agissant de la politique agricole commune, ça n'était pas évidemment l'objet dans l'intervention que je faisais aujourd'hui, mais Jean-Michel a parfaitement raison d'attirer notre attention sur les risques induits dans les annonces de ce cadre budgétaire, et aussi, et ça rejoint la gestion des fonds européens, une aspiration très forte formulée par toutes les régions européennes à davantage de simplification administrative dans la mise en œuvre des projets européens et dans la recherche des financements. Dire à Faustine Maillard que je partage pleinement sa préoccupation sur la nécessité à la fois de financer les politiques migratoires, mais de faire en sorte que ce ne soit pas au détriment de la consommation du Fonds social européen. Alors on peut avoir, je crois qu'il faut regarder très en détail la lecture du cadre budgétaire,
Il y aura quand même 30 milliards pour la gestion des migrations et des frontières, dont 24 milliards pour les questions de sécurité et de défense. Je pense qu'il faut être attentif à ce que les questions d'intégration des populations migrantes ne soient effectivement pas prises sur le FSE et plutôt sur ces éléments qui figurent dans le cadre financier pluriannuel. Remercier Valérie Létard pour non seulement ses encouragements, mais aussi le travail très en amont qu'elle a réalisé avant que le président ne confie cette délégation à ma collègue Elisabeth et moi-même, mais aussi pour le soutien permanent qu'elle nous accorde, à la fois par la bonne connaissance méthodologique qu'elle a de ces dossiers, mais aussi par des réseaux importants qui viennent aussi en appui des démarches que vous accomplissiez, Monsieur le Président, très régulièrement à Bruxelles, et je sais que vous y serez encore dans les prochains jours. Voilà, Monsieur le Président, les éléments de réponse que je voulais apporter aux interventions des différents groupes politiques. Marie-Sophie Laine souhaite intervenir également. Oui, Monsieur le Président, je tenais également à utiliser le moment, puisque Jean-Michel Serres l'a dit, la présentation du prochain cadre financier pluriannuel par la Commission européenne arrive comme un coup de semonce. Utiliser ce moment pour, on va dire, donner de la voix également. Je pense que la PAC serait amputée de plus de 100% de sa part liée au coût du Brexit, qui est estimé à 2,7 milliards, pour atteindre 19 milliards sur la période budgétaire. La Commission parle par ailleurs en euros constants, ce qui cache une baisse supérieure des paiements directs aux agriculteurs, 5,8% en 2022, jusqu'à 15% en 2027. C'est donc au total une perte de plus de 8,5 milliards qui toucherait le budget agricole. Nous sommes véritablement sidérés par ces annonces qui conduiront à une baisse dans des proportions importantes, très importantes, trop importantes, des revenus agricoles en France et en Europe. Cela va certainement, si c'était le cas, entraîner des faillites dans une profession déjà fortement fragilisée. Une telle décision serait irresponsable, alors que l'Europe demande aux agriculteurs de faire des efforts supplémentaires en matière de protection de l'environnement, de mise aux normes sans cesse plus contraignantes, et elle leur infligerait une double peine, puisqu'à l'augmentation des coûts de production s'ajouterait la baisse des aides. La France doit être plus claire que jusqu'à présent. Elle doit refuser cette position qui serait désastreuse. Dans la situation actuelle, les agriculteurs ne pourraient supporter une telle diminution du budget de la PAC. Et remettre en question la PAC alors qu'elle n'a pas atteint encore l'objectif de conduire l'agriculture vers une mutation pour être plus prospère et plus compétitive, la remettre en question alors que nous signons des accords de libre-échange avec le Mercosur, le CETA, serait particulièrement dangereux. Nous sommes en pleine mutation et nous devons bénéficier pour notre agriculture des fonds nécessaires à cette mutation qui doit aller au bout de l'exercice. Nous sommes au milieu du gué et nous sommes inquiets par rapport aux propositions de la Commission européenne. Il nous faut nous mobiliser et demander à l'État d'être très clair avec nous. Pas d'autres interventions? Oui, je vous en prie, Monsieur Philippot. J'ai entendu tout à l'heure Monsieur Lebas commencer son introduction par nous dire qu'il était content de nous rappeler les apports de l'Europe, je cite entre guillemets. J'ai entendu notre collègue UDI dire les postes financés par l'Europe. J'ai entendu le collègue Les Républicains parler des décisions qui n'auraient pas pu voir le jour s'il n'y avait eu les financements européens. J'ai entendu Madame Létard nous dire que sans les fonds européens, des structures de notre région n'auraient pu voir le jour. Je viens d'entendre Madame Laine nous dire qu'elle est inquiète pour la PAC du fait du Brexit. Alors je suis dubitatif parce que Madame Létard est quand même assez peu novice en politique. Et je me demande si elle sait ou si elle fait semblant de ne pas savoir que ces fonds européens sont en fait notre argent. Et il faudrait être clair et précis. Dans le plan pluriannuel qui a été donc dévoilé jusqu'en 2020, les chiffres sont très clairs. Pour la PAC, la France va recevoir chaque année, en moyenne,
9,1 milliards d'euros. Pour les fonds européens, c'est 27 milliards sur l'ensemble du plan pluriannuel, c'est-à-dire 3,85 milliards par an, en moyenne. Soit un total de 13 milliards en moyenne, jusqu'en 2020. Mais, dans ce même laps de temps, la France versera, et il faut être précis, 21,9 milliards en 2018, 23,3 milliards en 2019, 24,1 milliards en 2020. C'est-à-dire qu'il y a un solde comptable quand même. Et ce solde comptable, mais il est de l'ordre de 9 milliards, 9 milliards 2 en 2016, et il va s'accroître du fait du Brexit, nous annonce-t-on. Alors quand Mme Leyne dit qu'elle est inquiète pour la PAC, effectivement, on peut l'être. Et on peut dire aussi que si la France récupérait ces 9 milliards qu'elle voit s'envoler chaque année, elle pourrait faire davantage pour nos agriculteurs. Elle pourrait faire davantage pour les structures régionales, Madame Létard. Et à rester dans l'Union européenne, il n'y a rien d'autre à espérer que de continuer à voir notre solde net se creuser d'année en année. Pour nous, les patriotes, une seule issue, sortir de cette Union européenne. Vous avez la parole. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre très objectivement dans votre démarche est la chose suivante. Que vous vous réjouissiez de pouvoir financer un certain nombre de projets, très bien. À la limite, vous pourriez faire votre propre pub, ça me choquerait moins. Mais la propagande qu'on a pu voir au travers de ce clip qui nous explique en gros que s'il n'y avait pas l'Europe, il n'y aurait pas de bus, il n'y aurait pas de formation professionnelle, il n'y aurait plus de poissons fumés, enfin j'en passe et des meilleurs. C'est grotesque, ça n'a pas de sens et c'est un mensonge. Et c'est cela qui est choquant. Moi, je ne comprends pas la technique consistant à être obligé de remercier l'Union européenne pour nous rendre une partie et une partie seulement de l'argent qu'on lui verse. Qu'est-ce que vous pensez au fond de vous? Vous pensez que l'Union européenne devrait en fait garder l'intégralité de l'argent qu'on lui verse? Et dans sa grande générosité, elle nous en donne un peu et on devrait pour cela faire des génuflexions et en fonction des génuflexions que nous faisons, eh bien nous aurons peut-être plus de sommes à dépenser. Mais ça n'a pas de sens. Est-ce que si je vous prends dans votre portefeuille 220 € et que je ne vous en rends que 130, est-ce que vous allez me remercier? Est-ce que vous allez faire un clip à ma gloire? Parce que si c'est ça, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Voilà. Alors, que vous vous réjouissiez que tel ou tel projet soit monté, soit financé, très bien. Mais arrêtez de faire croire aux gens et particulièrement aux habitants de la région que c'est de l'argent qui tombe du ciel, que c'est de l'argent gratuit qui tombe du ciel européen. Non, c'est de l'argent qui sort directement de leur poche, qui est la conséquence des impôts qu'ils payent avec le travail qu'ils fournissent. Impôts au passage qui ne cessent d'augmenter alors même qu'eux ne cessent d'être de plus en plus pauvres. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande d'être honnête dans la manière dont vous présentez les choses et arrêtez de faire cette propagande qui est en même temps mensongère et objectivement qui ne vous grandit pas. Valérie Létard. Valérie Létard a la parole. Merci, Monsieur le Président. Et en essayant de rester calme et posé et en entendant bien évidemment les interpellations, rappelez quand même qu'ici, en région des Hauts-de-France, certes, on pourrait faire beaucoup mieux au niveau national et on pourrait déjà faire beaucoup mieux en termes de gestion d'un certain nombre d'outils nationaux. Parce que les exemples que vous avez pris tout d'abord, Monsieur Philippot, sur la consommation, ou en tout cas la récupération de fonds européens sur l'agriculture. Marie-Sophie Leyne a rappelé tout à l'heure combien l'outil qui a été déployé par l'État, au lieu de le laisser en région comme il existait, qui a été rassemblé, nationalisé pour en faire un seul et unique outil, a fait que nous avons perdu un retard considérable dans les régions pour instruire les dossiers et les demandes de financement agricole. Ça veut dire que l'argent, il est là.
Il est prêt, il doit être utilisé, mais on n'arrive pas à l'utiliser parce qu'il y a eu des problèmes techniques nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux en régionalisant réellement la gestion d'un certain nombre de fonds, dont les fonds FEADER, qui permettraient de payer bien plus vite les agriculteurs et le monde agroalimentaire. C'est le premier point, et c'est un point qui pourrait se régler techniquement si on faisait un peu plus confiance à la région pour gérer les fonds européens en toute transparence et en rendant des comptes à l'État. La deuxième chose, Madame Le Pen, j'entends ce que vous dites sur on donne beaucoup, on reçoit moins. Là aussi, peut-être que une solidarité européenne, c'est pas que de l'argent perdu à fonds perdu, c'est aussi des politiques qui peuvent bénéficier au plus grand nombre, y compris à la France et à ses concitoyens. Ce que je voudrais vous dire, Madame Le Pen, c'est par rapport à la péréquation, par rapport à ce que reçoit le citoyen de la région des Hauts-de-France. Il reçoit plus que ce qu'il donne, je l'ai dit tout à l'heure. Mais non seulement il reçoit plus que ce qu'il donne, Madame Le Pen, mais quand vous êtes une collectivité, une association, une entreprise qui a besoin de boucler son plan de financement, vous pouvez aujourd'hui compter sur les fonds européens. Ils sont au rendez-vous dans des proportions significatives. J'attire votre attention sur le fait que dans les cadres des contrats de plan État-région, parce que l'État a choisi de resserrer les boulons et d'économiser fortement sur les investissements, la solidarité nationale est beaucoup moins au rendez-vous que l'Europe. Et qu'heureusement que nous avons l'Europe pour venir accompagner ce petit plus financier qui aujourd'hui nous permet de boucler la boucle. Alors certes, vous avez des propos qui sont en direction de l'Europe, tous négatifs. Certes, on peut faire mieux. Certes, il y a des choses complexes dans la gestion des fonds structurels, mais il y a aussi beaucoup de vertus. Et ces vertus, elles sont dans la solidarité en direction des régions qui organisent leur mutation économique au service de leur population, y compris les plus fragiles. C'est tout ce que je souhaitais dire. Vous avez raison de rappeler ce qui vous tient à cœur et ce qui vous paraît insatisfaisant. Je voulais vous dire que tout n'est pas sombre, bien au contraire, et qu'on peut encore remercier l'Europe. Pardon, moins de 2 minutes. Explication de vote. Ça sera très court, Monsieur le Président. Merci. Mesdames, Messieurs, au-delà du bilan comptable que dresse le FN, et après ce qu'a indiqué, je la remercie, Madame Létard, sur ce qui est plus difficilement quantifiable sur le plan comptable, et même sur le plan comptable, si ce bilan est financièrement négatif, je voudrais rappeler que la liberté d'aller et de venir entre nos pays, pour nos citoyens, oui, la liberté d'échanger, la fraternité, que la stabilité et la paix, c'est encore plus difficile à compter et à estimer. C'est tout ce que j'ai à dire. Faustine Maliard. Et après, je pense qu'on sera assez éclairé. Monsieur le Président, si vous me permettez juste, je dirais peut-être un trait d'humour et aussi pour saluer, je dirais, la présence de Madame Le Pen qui n'est pas souvent parmi nous. Ça ne la dérangeait pas quand la France versait de l'argent à l'Europe pour payer ses indemnités. C'est peut-être ça, au final, la définition du syndrome de Stockholm. Pas d'autres interventions? Madame Le Pen. Ces mises en cause personnelles sont en général, arrivent en général quand on n'a plus rien à dire. Voilà. Alors madame, je me suis fait élire au Parlement européen pour venir défendre le peuple français. Et nous continuerons à le faire. Et le peuple français nous a fait confiance car nous avons été les premiers aux élections européennes dernières avec 24 députés européens envoyés par les Français pour défendre la France. Alors excusez-moi, mais vous pouvez vous conserver vos petites piques car soyez bien assurés que nous continuons et nous continuerons à aller défendre la France et les Français au sein du Parlement européen et peut-être même nous serons majoritaires. Oui, mais enfin, si vous le prenez comme ça, Madame Le Pen, il faut aller défendre le peuple français quand il y a des votes importants. Il ne faut pas s'abstenir sur le texte sur les travailleurs détachés. Il faut être présent quand on parle de renforcer les frontières Schengen. Chacun peut avoir ses explications, mais au bout d'un moment, il faut aussi avoir l'honnêteté de tout dire. Alors je voudrais... Attendez, vous permettez, vous n'avez pas été interrompu, alors je continue. Peut-être mais j'interviendrai à la fin de mon intervention alors. Plusieurs choses. L'Europe n'est pas qu'un guichet, c'est vrai. La France, c'est vrai,
est contributeur net. Mais il ne faut pas oublier aussi que la France est le premier pays après la Pologne à bénéficier des fonds de l'Europe. C'est la Pologne. Vous pouvez faire les gestes ironiques ou désagréables que vous voulez, madame. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas habitués à votre présence que je m'habituerai à vos gestes déplacés, madame. Oui, madame, vous pouvez intervenir comme ça. Vous disiez quoi tout à l'heure? C'est quand on n'a plus rien à dire, on en est réduit à certains expédients. Vous en faites la démonstration. Donc la France est contributeur net, c'est vrai, mais c'est aussi l'un des tout principaux pays bénéficiaires. Et notre région également. Alors, je le dis, n'en déplaise à certains, et je pense que ce débat montre bien l'une des vraies lignes de fracture, des différences qu'il y a entre nous et vous. C'est sur cette question européenne. Vous faites croire que le repli sur soi est une voie. Il n'en est rien. Vous pouvez chercher à élever le ton, je ne lèverai pas le ton pour ma part. Pour le reste, oui, la région peut dire merci à l'Europe, et je n'hésite pas à le dire. Sur de nombreux projets, il ne s'agit pas d'additionner les sommes, ça a été très bien dit aussi, pour l'esprit de cette Europe, par Valérie Létard, par Nicolas Lebas notamment. Le canal Seine-Nord-Europe, il n'y a pas l'Europe, il n'y a pas de canal Seine-Nord-Europe. Et là, ça n'est pas seulement la question des 2 milliards qui sont apportés par l'Europe, c'est aussi l'ensemble des retombées économiques qu'il y a avec le canal. J'étais dernièrement à l'ouverture de l'extension du Grand Nausicaa. Il n'y a pas l'Europe. Ce projet ne se fait pas. Et vous pouvez ironiser sur le film en question. Les gens qui sont là sont des gens, des vrais, en chair et en os, ne sont pas des figurants. Et eux aussi savent pertinemment que c'est l'action européenne qui leur a permis de s'installer ou de se développer. Et moi, je n'hésiterai pas à votre différence, à chaque fois à expliquer, quand l'Europe agit en bien, de dire merci à l'Europe et de vouloir continuer à aller dans la logique de la construction européenne. En revanche, il ne s'agit pas pour moi d'être un europhile béat et de reconnaître que quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut dans ces cas-là les corriger. J'aimerais que dans le fonctionnement de l'Europe, on écoute davantage le Parlement européen. Parce qu'en ce moment, le trilogue qui s'éternise sur la question de l'interdiction de la pêche électrique, dossier sur lequel les Pays-Bas jouent la montre en espérant que rien ne bougera avant la fin de cette mandature. Cette situation ne peut pas durer et les parlementaires européens, la voie qu'ils ont montrée, c'est celle qui doit s'imposer à l'Europe. J'ai eu l'occasion de le dire dernièrement encore au DG Pêche, il faut clairement avancer sur ce point. En revanche, sur l'Europe, je tiens aussi à le dire, pour les crédits européens, sur les fonds européens, moi ce que je souhaite, c'est que tout soit programmé et consommé tout. Et là, contrairement à ce que l'on peut imaginer, ou par rapport aux procès faciles, qui ne sont pas seulement des procès que vous faites vous, beaucoup dans la classe politique ont péché en disant bien souvent, et pas seulement en France, c'est la faute à l'Europe. Alors que bien souvent, la responsabilité, elle est purement franco-française. Et elle est surtout technocratique. Elle est réglementaire et elle est tatillonne. Ça a été dit tout à l'heure, quand vous voyez quand même que sur FEADER et FEAMP, le seul obstacle entre les financements et les agriculteurs et les pêcheurs, les seuls obstacles entre l'Europe, les agriculteurs et les pêcheurs, ce sont des logiciels de l'État défaillants et depuis de nombreuses années. Ce logiciel Osiris qu'on nous a imposé. Nous avons même recruté du personnel supplémentaire pour faire en sorte que nous puissions anticiper. Mais on est avec un logiciel qui est totalement inadapté et qui occasionne ces retards. Vous croyez que ça me fait plaisir, moi? Non pas de me faire engueuler à la place des autres. Le président, il est là pour ça. Mais tout simplement que les gens ne touchent pas l'argent dont ils ont besoin. Et que quand il y a un retard de 2 ans ou 3 ans, c'est autant de retard pour pouvoir poursuivre son activité ou parfois tout simplement se payer et avoir un revenu décent autrement qu'en tendant la main. Cette situation-là, c'est un gâchis. Et là, je demande que l'on change ces règles, que l'on les change. Après, il y a aussi un certain nombre de points sur lesquels je voudrais revenir. La question quand même des crédits pour la région. Je ne parle pas des effets induits. Nicolas Lebas me disait que sur 2014-2020, si on prenait tout confondu, sans seulement les crédits européens, on arriverait certainement à 7 ou 8 milliards d'euros pour notre seule région. Mais sur les seuls crédits européens, 1,7 milliard d'euros. Sur ces seuls crédits, vous vous rendez compte de ce que ça représente? Vous vous rendez compte du plus que ça représente? Et derrière ça, il faut bien le voir, même Toyota, qui fait les 310 millions d'euros d'investissement. Bien évidemment que nous sommes présents, mais c'est aussi parce qu'il y a l'Europe qu'on peut leur faire choisir l'action de l'Europe
plus l'action des collectivités et aussi en partie l'action de l'État, c'est ce qui permet que la localisation se fasse ici. Et nous ne serons plus sur les travées de cet hémicycle qu'il y aura toujours des voitures produites chez Toyota à Valenciennes dans la région des Hauts-de-France parce qu'il y aura un deuxième véhicule. On n'a pas ce plus de l'Europe, nous ne sommes pas forcément aussi compétitifs et Toyota ne décide pas de l'extension, de l'agrandissement, de la modernisation de son usine. Ça aussi, ce sont des choses particulièrement concrètes. Et dans ces cas-là, vous comptez quoi sur l'Europe? Vous comptez seulement les 5 millions du FEDER ou on compte l'ensemble des investissements que nous avons pu réaliser parce que Toyota Monde a choisi de faire à Valenciennes plutôt qu'ailleurs? C'est ça aussi la question qui est posée. Pour ça que nous ne sommes pas seulement dans une logique de guichet. Alors après, il y a des questions qui sont devant nous. Oui, la politique de cohésion et la fameuse PAC. La PAC ne doit pas être la variable d'ajustement du Brexit. C'est tout simplement pas possible. Elle ne doit pas être la variable d'ajustement du Brexit et j'ai saisi le président de la République pour lui demander avec Mme Merkel de faire ce que Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont réussi à obtenir en 2002. En 2002, ils ont sauvé la PAC et à l'époque, c'était Luc Guyot qui l'avait publiquement reconnu. Et ce que je demande aujourd'hui au président de la République, c'est de se battre. Je sais que ça n'est pas facile, je sais qu'il faut convaincre les autres. Ce que je demande, c'est que cette PAC ne soit pas une variable d'ajustement. Parce que régler des crises, c'est bien. Les anticiper, c'est mieux. Si nous maintenons le budget de la PAC, nous aurons la possibilité d'anticiper un certain nombre de ces nouvelles crises. Les agriculteurs, nous le savons bien, sont fortement dépendants des fonds européens. On ne peut pas leur retirer le tapis aujourd'hui. Il y a tous ceux qui disent, mais vous savez, si on renationalisait, si ça venait directement de l'État, ça serait mieux. Je vous ai montré que bien souvent les complications sont étatiques, sont nationales et pas seulement européennes. Expliquez-moi pourquoi les choumettes sont plus vertes et plus grosses du côté belge par rapport à la France. Ce n'est pas la météo, ce n'est pas la qualité de la terre, c'est qu'il y a certains produits autorisés en Belgique par l'Europe et qui sont interdits en France alors que c'est la même Europe. La complication, elle est étatique. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'hier. C'est avec cela qu'il faut rompre. Et la renationalisation et le fait de dire que maintenant tout dépendra de la France n'apporte strictement aucune garantie en la matière. Donc je demande au président, par rapport à cette crise de confiance qu'il y a sur laquelle certains surfent, exploitent au maximum, en disant vous avez des problèmes, c'est de la faute de la méchante Europe, eh bien je suis désolé, se battre et obtenir, c'est aussi la possibilité de montrer que la politique, ça sert à quelque chose et que ça compte. Maintenant, je voudrais aussi, ça vous déplaît peut-être, mais quand vous nous faites le procès, oui, il y en a certains qui savent bien les utiliser, les financements de l'Europe, quand ça permet de se financer et de financer un certain nombre d'autres choses. Vous êtes mal placé pour donner des leçons sur l'Europe, madame. Vraiment mal placé. Finissez-en avec les affaires en question. Finissez-en avec les dernières révélations d'hier. Oui, vous pouvez faire le geste que vous voulez. Je suis désolé, si vous étiez aussi sereine que cela, vous auriez été plus convaincante dans la démonstration, dans ce débat présidentiel, où vous aviez montré que vous n'aviez pas les réponses, ni pour l'Europe, ni pour la France. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ceux qui vous ont conseillé cette stratégie sont dans cet hémicycle ou pas, mais vous pouvez certainement les remercier, mais les remercier pas dans le sens que certains entendent, mais en tout cas, cela a permis, nous, ce que nous voyons depuis des années, d'y voir clair dans votre jeu et dans votre stratégie. L'Europe, ce n'est pas qu'un guichet. Et l'Europe, ça ne se résume pas à des chiffres pour savoir si on est contributeur net ou pas. L'Europe, très clairement, c'est un marché unique qui, en supprimant les droits de douane, a boosté aussi l'économie européenne. Et ça, vous oubliez de le dire. L'Europe, c'est aussi, c'est pas forcément quantifiable en chiffres, c'est aussi Erasmus. Et Erasmus demain de l'apprentissage, qui permet aussi de développer l'idée européenne chez les jeunes. L'Europe a aussi apporté une stabilité et une paix. Je ne sais pas si vous ramenez ça, madame, en millions ou en milliards d'euros. Moi, je m'en moque, mais je sais pertinemment que l'Europe est aussi ce gage de stabilité et de paix. Et l'euro, dont vous pouvez dire beaucoup de choses. Moi-même, j'ai voté non à Maastricht en 1992. Je ne regrette en rien mon choix parce que j'avais le sentiment à l'époque qu'on mettait la charrue avant les bœufs et que la question du contrôle démocratique, qui pour moi est essentielle, bien évidemment, à l'époque, elle n'était pas respectée. Mais derrière ça, madame, l'euro, ce sont les économies des Français et ils savent pertinemment derrière l'attachement à l'Europe et à l'euro que quand vous voulez remettre en cause l'euro, vous voulez aussi les plonger dans l'une des pires tragédies qui soit, celle de remettre en cause le travail d'une vie et l'épargne d'une vie. C'est aussi pour ça qu'ils vous ont rejeté. C'est aussi pour ça qu'ils ne vous font pas confiance. Et après, il y a un dernier point. C'est que l'Europe demain n'est pas une option. Quand vous voyez aujourd'hui, c'est agréable que cela s'applique à vous-même, monsieur. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien
qu'il y a, certains diront des menaces, mais il y a des montées en puissance de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Oh, les États-Unis sont toujours et resteront toujours un peuple allié, mais les États-Unis de M. Trump aujourd'hui virent vraiment à l'isolationnisme. En la matière, quelles que soient les relations personnelles, je ne crois qu'à une chose, c'est le rapport de force qui est plus important et plus efficace que la tentation de séduire. Le rapport de force aujourd'hui, disons-le clairement, et pourtant Dieu sait si je suis attaché à mon pays, qui est un grand et beau pays, mais 66 millions de Français tout seuls, on ne réussira jamais à engager et à gagner un bras de fer, ni avec la Russie, ni avec les États-Unis. Il n'y a que l'Europe pour le faire. Et au moment où on l'a vu, avec les sanctions iniques que veut prendre le président Trump, c'est l'Europe seule qui peut réagir. C'est l'Europe seule qui peut le faire, en impliquant aussi des droits de douane temporaires pour les secteurs d'activité dans lesquels des entreprises européennes auraient été évincées par les États-Unis, en développant aussi des modes de financement avec peut-être une forme de BPI européenne pour que nombre de transactions se fassent uniquement en euros et qu'il n'y ait pas la proximité du dollar qui permettrait de frapper nos entreprises. Le Buy European Act, depuis le temps qu'on en parle, il faut le faire et il faut aussi l'imposer. Et aussi sur les fameux GAFA, sur les GAFA qui, pour la plupart d'entre eux, trouvent tous les moyens, tous les expédients pour ne pas payer les impôts. La réponse, elle ne sera jamais nationale. La réponse, elle sera européenne. Et si je peux me permettre, c'est même pas la tentation des 3 ou 4% de taxation qui compte. C'est l'application des propositions de parlementaires européens comme Alain Lamassoure pour voir comment sont constitués les bénéfices fiscaux et pour pouvoir mettre un terme, une fois pour toutes, à cette emprise sans limite des GAFA qui menaceront même, pour certaines d'entre elles, la démocratie à terme. C'est pas la France qui réussira, c'est seulement l'Europe. L'Europe, c'est pas seulement une question de pognon, c'est pas une question d'argent, c'est aussi une question de volonté. Et en la matière, je suis profondément attaché aux intérêts de la région, aux intérêts de la nation, mais l'avenir de la France ne peut pas se concevoir sans l'Europe. Ça fait une vraie différence avec vous. Bravo. Madame Le Pen. Madame Le Pen a la parole. Madame Le Pen a la parole. Madame Le Pen, vous avez la parole depuis 30 secondes. De manière systématique, je fais l'objet, de votre part, comme de la part d'un certain nombre de vos élus, d'attaques personnelles. Donc, puisque c'est la règle du jeu, vous venez de vous livrer à un grand discours politique fort intéressant. C'est dommage que vous n'ayez pas eu le courage de vous présenter à la primaire de votre parti, qui n'a pas atteint le second tour de l'élection présidentielle, je vous le rappelle. Bon, alors, puisque vous voulez rappeler des choses désagréables, j'en ai aussi un certain nombre dans ma besace. Vous voulez parer l'Europe de toutes les qualités, c'est votre droit. On verra bien ce que fera votre mouvement, votre ancien mouvement, parce que vous y êtes ou vous y êtes pas en fonction de votre intérêt politique du moment. Il n'en demeure pas moins que, oui, nous avons une très longue liste de reproches à faire, non pas à l'Europe, mais à l'Union européenne, qui a tué la belle idée d'Europe en construisant une Europe qui est aujourd'hui une Europe carcérale. Vous avez évoqué l'étranger. Tout le monde, aujourd'hui, en Europe, est en train de lui tourner le dos à cette Union européenne. Écoutez ce qui se dit en République tchèque et qui sort des urnes. Écoutez ce qui sort des urnes en Autriche. Écoutez ce qui vient de sortir des urnes en Italie. Et rendez-vous compte que vous êtes là, pour le coup, véritablement le représentant de l'ancien monde, c'est-à-dire celui qui a livré les clés de l'indépendance, de la souveraineté, mais aussi de la prospérité et de la sécurité de notre pays à des technocrates européens que personne n'a jamais élu. Alors, vous me permettez de faire un complément utile. La question de la défense. La question de la défense, elle doit maintenant s'envisager aussi à l'échelle européenne. La phrase terrible de Madame Merkel qui dit « Les États-Unis, à peu de choses près, ne nous protégeront plus ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il faut qu'on fasse reculer les égoïsmes, pardonnez-moi, les nationalismes, pour pouvoir justement nous doter d'une défense européenne digne de ce nom. Ça veut donc dire faire le choix de l'Europe. Il n'est pas normal que des pays continuent à se dire on joue la carte de l'Europe, on bénéficie de l'Europe,
et que toutes leurs dépenses militaires se fassent en matériel américain. Tiens, je pense à la Pologne pour être clair, notamment avec leurs systèmes antimissiles, qui sont américains. Il y a le choix en industrie européenne. Ça veut dire également que l'avion franco-allemand, porté par Dassault, et je le demande à la chancelière, Madame Merkel, ça doit aller jusqu'au bout. Comme le nouveau tank, le nouveau Tigre, programme franco-allemand, doit aussi aller jusqu'au bout. Et qu'un certain nombre de nos partenaires, je pense aux Pays-Bas pour les citer, doivent arrêter de regarder uniquement les États-Unis et de voir aussi les projets et les belles réalisations de l'industrie européenne. En revanche, il y a une chose qui ne se déléguera pas, c'est la souveraineté nucléaire, parce qu'elle appartient à la France et elle seule. Et entre parenthèses, sur les Britanniques, avec le choix qui a été fait, choix totalement démocratique du Brexit, s'aperçoivent aujourd'hui, mais à l'époque, vos amis très proches, M. Farage, avaient oublié de leur dire qu'un an après, on en serait déjà à 1000 livres de moins sur le revenu, justement, des Britanniques. Ça, ils avaient oublié de le dire, parce qu'en général, vous mentez par omission. C'est une grande règle chez vous, mais en tout état de cause, c'est vrai que les démagogues ne disent jamais la vérité. Peut-être qu'ils ne l'anticipent pas, mais peut-être aussi qu'ils le savent et qu'ils jouent une totale duplicité. Donc vous voyez, sur cette question de l'Europe, autant je le dis, il n'est pas question, jamais question, de partager notre souveraineté nucléaire, mais qui est aussi un atout pour l'Europe, il faut qu'on avance beaucoup plus loin dans ce choix et dans cette préférence européenne. Et entre parenthèses, ne tournons pas le dos aux Britanniques parce qu'ils sont sortis de l'Union européenne, parce qu'en matière de défense, on a aussi des choses intelligentes à dire. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne serai pas candidat aux élections européennes. Mais une chose est certaine, madame, et je parle d'expérience, en 2009, j'étais à la tête d'une famille politique. Ce n'est pas quand on arrive premier qu'on est majoritaire dans le pays, et fort heureusement, et je me battrai tout le temps pour ça, je ferai en sorte que vos idées ne deviennent jamais majoritaires, ni dans la région, ni au niveau national. Examen des projets de délibération. C6, Europe, fonds structurels, 57, 8.